l'heure, la France qui se replonge là avec gravité dans l'enfer de ces années 2015, 2016, des attentats très meurtriers, revendiqués par Al-Qaïda, par l'État islamique. Depuis, les modes d'action ont changé. On a vu l'émergence de ce qu'on appelle les loups solitaires, des terroristes moins pilotés par l'extérieur, une menace plus endogène. Yann Saint-Pierre, bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes consultant sur les questions de terrorisme. Vous êtes le président également de Modern Security Consulting Group. L'attentat de Nice avait été revendiqué par l'État islamique. Est-ce qu'on a réussi à établir un lien entre le meurtrier et le groupe djihadiste, ou est-ce que ça a été plutôt une revendication en quelque sorte opportuniste? Oui, bonjour. Non, à l'époque, c'était pas du tout une revendication opportuniste. Il y avait effectivement des liens établis qui permettaient de faire un lien avec l'État islamique. Il faut comprendre aussi qu'à l'époque, l'approche en termes de revendication de l'État islamique était assez différente. Il y avait quand même des preuves. Ils n'assumaient pas, c'était pas nécessairement opportuniste dans leur approche. Maintenant, ça l'est un peu plus qu'à l'époque. Mais à l'époque, il y avait effectivement des liens assez sérieux avec l'organisation qui permettaient effectivement d'établir entre l'attaquant et l'organisation un lien assez sérieux. Aujourd'hui que le commandement central de l'EI est affaibli, est-ce qu'un attentat d'une telle ampleur comme à Nice reste possible en France? Absolument. On voit d'une part qu'il y a une prédilection, que ce soit non seulement pour les attentats islamistes, mais pour d'autres milieux, l'utilisation des véhicules béliers comme armes, ça s'est propagé, ça l'a augmenté de façon signifiante. Donc, la tactique s'est répandue, donc ça pose un problème. Mais d'autre part, ce qu'on voit, c'est que la mutation principale, c'est qu'on a un renouveau démographique. On voit que de plus en plus de gens de 14, 15, 16 ans, 18 ans qui sont prêts à commettre des attaques au nom de l'État islamique, au nom de d'autres organisations, en utilisant les mêmes tactiques, les mêmes approches. Et avec cette nouvelle génération-là, des gens qui étaient peut-être à l'époque des incidents de 2016, qui avaient 4 ans ou 6 ans ou 8 ans, eux sont prêts à prendre le flambeau, malheureusement, de l'État islamique et donc de commettre ce type d'attaque. La menace, elle, demeure assez élevée à ce niveau-là, oui. L'État islamique pousse ces jeunes à s'engager, à projeter des attentats, ou est-ce que ce sont des jeunes qui sont convaincus sans propagande, en tout cas sans que l'État islamique ne les pousse? Comment ça se passe? Il y a un mélange des deux, en fait. C'est que d'une part, effectivement, il y a toujours la propagande islamiste de l'État islamique, d'Al-Qaïda en ligne qui fait en sorte qu'il y a un recrutement. À ce niveau-là, il faut ajouter que le développement principal en termes de propagande et de recrutement au cours des dernières années, ça a été l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter le type de recrutement. Et d'autre part, il y a effectivement des initiatives personnelles, des gens qui sont fascinés, qui sont toujours inspirés, qui approuvent les idées, les valeurs, les approches de l'État islamique et d'autres organisations extrémistes qui cherchent à commettre des attentats en leur nom. Et donc, on se retrouve effectivement avec une combinaison, un chevauchement d'intérêts, d'approches qui font en sorte que c'est à la fois poussé par des organisations liées à l'État islamique et d'autre part des gens qui sont attirés d'eux-mêmes vers ce type d'organisation-là. Les images que l'on voit là, ce sont des hommages qui sont rendus aux victimes de Nice. Bon, 2015, 2016, Yann Saint-Pierre, c'est vraiment là où que la France a connu le pire des attaques. Et puis on a connu moins de projets d'attentats, moins d'attaques entre 2017 et 2023. Et puis après 2023, eh bien, il y a eu une remontée des statistiques. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ça peut être lié aussi à l'actualité, aux grandes crises, à Gaza notamment? Effectivement, on voit un renouveau à partir de 2023 en lien avec la situation en Palestine et en Israël. Ça mousse un peu, mais il faut dire aussi que, comme je faisais allusion tout à l'heure, comme je le mentionnais, c'est qu'il y a un renouveau générationnel. Il y a une nouvelle génération de gens qui sont intéressés par ce sujet-là, qui voient l'État islamique d'une autre façon. Et donc, on se retrouve avec une fois plus effectivement des faits saillants, des situations politiques, géopolitiques très particulières qui alimentent les griefs que certaines personnes peuvent avoir, mais d'autre part, un nouvel intérêt de la part d'une nouvelle génération qui est beaucoup plus radicale, qui conçoit la violence comme une expression légitime de leurs griefs politiques. Et donc, encore une fois, la combinaison des deux fait en sorte qu'au cours des 3 dernières années, on a effectivement vu une recrudescence des tentatives d'attentats, mais aussi des attentats.
Et il y a bien sûr la menace qui reste aussi extérieure, même si elle est moins présente, moins dominante. Est-ce que des États comme l'Iran peuvent être menaçants pour la France? Absolument, on l'a vu au cours des derniers mois avec les organisations Raya, mais ce qu'on voit aussi, c'est non seulement qu'il y a des organisations qui peuvent être dirigées à partir de l'Irak, de l'Iran, mais aussi l'implication du crime organisé, de réseaux qui sont intéressés à mousser ce type d'attentat-là, de créer un climat d'incertitude parce que ça bénéficie à leurs intérêts. Et donc, on se retrouve effectivement dans une espèce de tempête parfaite de situation où il y a une convergence d'intérêts, une convergence d'approches qui bénéficie à plusieurs acteurs et permet à des gens qui, encore une fois, cherchent à utiliser la violence pour exprimer un grief politique, d'utiliser ça avec un certain degré d'appui, de support et de légitimité. Est-ce que vous voyez aussi le retour d'une violence politique, que ce soit de mouvances d'extrême droite ou d'extrême gauche? Absolument, on voit que ce qui a beaucoup changé au cours des 10 dernières années, c'est que on voit une montée de l'extrême gauche, on voit une montée des attentats de l'extrême droite. Il y a de plus en plus de gens qui, au nom de théories de complot, mais aussi des féminicides, des gens, des incels. On a vu à Montréal il y a 2-3 semaines, effectivement, un incident de la sorte, de la violence contre les femmes qui est aussi politique. On voit vraiment une montée générale, les attentats aux États-Unis liés à Trump. Et donc, on voit une montée générale, effectivement, des gens qui considèrent que l'utilisation de la violence, c'est la seule façon de changer les choses et qui sont prêts à tout pour le faire. Maintenant, surtout que la violence, les tactiques, les instruments qui sont disponibles sont devenus plus faciles. Je faisais allusion aux véhicules béliers, mais ça inclut aussi les couteaux et les petites armes. Depuis les attentats de 2015 et 2016, on sait que la France a fait évoluer son renseignement. Il y a même eu une révolution entre la DGSI et la DGSE. Est-ce que ça a permis d'éloigner la menace aussi? Ça contribue énormément le fait que les instruments qui sont disponibles aux forces de sécurité françaises, mais aussi européennes en général, puissent travailler mieux en amont. Le travail de prévention est beaucoup mieux. On voit aussi un meilleur échange entre plusieurs pays, l'échange d'informations, la coopération directe sur le terrain, en coulisses, s'est améliorée aussi. Donc, effectivement, la position des forces de sécurité maintenant, des services de renseignement est bien meilleure que ce qu'on voyait à l'époque. Mais ça, encore une fois, ça a été des leçons qui sont très difficiles. Il reste encore du travail à faire. Néanmoins, on voit une amélioration substantielle au cours des 10 dernières années. Même si je lisais que 2 tiers des terroristes n'étaient pas fichés S, ça veut dire pas radicalisés, donc pas prévisibles. Effectivement, ça, c'est un autre phénomène, c'est que c'est très difficile de ficher quelqu'un qui n'est pas nécessairement sur un radar, qui n'est pas nécessairement affilié à un groupe en particulier. Souvent, ça va être des affiliations a posteriori, quelqu'un qui s'est identifié, mais qui n'est pas nécessairement réseauté. Donc ça pose un problème. D'autre part, fiché S, un des grands débats, ça a été effectivement, c'est ce que la personne est effectivement qui est fiché S, est-ce qu'elle est vraiment un problème, est-ce qu'elle est vraiment radicalisée? Donc ça aussi, ça pose un problème. Mais on est à une époque, effectivement, où c'est devenu très difficile d'identifier des auteurs potentiels parce que, comme vous faisiez allusion dans votre introduction, on a une montée aussi de loups solitaires, d'attaquants qui agissent de façon individuelle. Et donc, à ce niveau-là, d'anticiper ce genre de menace, d'être en mesure de ficher ces gens-là, c'est très difficile. Merci infiniment Yann Saint-Pierre pour vos réponses. Consultant sur les questions de terrorisme et président de Modern Security Consulting Group. La cérémonie nationale à Nice donc est à suivre à partir de 18h15 sur France 24 avec Stéphanie Antoine, émission spéciale. Merci encore.